La famille a partagé 96 mêmes euros. Je n'ai eu que la Bible de mamie. Le marque-page valait tout. Je me souviens encore du silence dans le bureau du notaire, un silence lourd comme le bois des meubles anciens qui nous entouraient. L'air sentait le papier et la cire, une odeur de fin et de commencement. J'étais assis un peu à l'écart comme toujours. À 45 ans, j'étais encore le petit cousin, l'homme simple qui n'avait jamais vraiment réussi selon les critères de la famille. Mon oncle Philippe, ma tante Élodie et mon cousin Serge, eux étaient assis bien droits, leurs vêtements chers formant une barrière invisible entre eux et le reste du monde. Ils ont partagé 96 millions. Je n'ai eu que la Bible de mamie. Son marque-page valait tout. Je me souviens du silence, lourd comme le bois ancien. Inscrivez-vous et laissez votre like pour découvrir ce que ce simple objet m'a révélé. Maître Dubois, un homme au visage sévère mais aux yeux fatigués, a ajusté ses lunettes et a commencé la lecture du testament de ma grand-mère. Sa voix était monotone, égrenant des chiffres qui me donnèrent le vertige. Pour mon cousin Serge, le portefeuille d'actions, estimé à 32 millions d'euros. Serge a eu un petit sourire satisfait, le genre de sourire qu'il arborait quand il parlait de ses voitures de sport. Pour ma tante Élodie, l'ensemble des propriétés immobilières, incluant l'appartement parisien et la villa sur la côte, une valeur totale de 40 millions. Elle a sorti un mouchoir en soie, mais ses yeux étaient secs et brillants de cupidité. Mon oncle Philippe a reçu le reste, une somme presque équivalente. Au total, 96 millions d'euros venaient de changer de main. Ils se sont regardés, un accord silencieux passant entre eux. La fortune était conservée dans le cercle des gagnants. Puis tous les regards se sont tournés vers moi. Je n'attendais rien, ou presque. Ma grand-mère et moi partagions autre chose que l'argent. Des après-midi à parler de livres, des promenades dans son jardin, une complicité que les autres ne comprenaient pas. Ils voyaient ça comme une perte de temps. Maître Dubois s'est éclairci la gorge. Et pour son petit-fils, Antoine, il y a eu une pause. Je pouvais sentir le mépris amusé de Serge. Madame lègue son bien le plus précieux, celui qui l'a guidé toute sa vie, sa Bible personnelle. Un petit rire étouffé a échappé à Serge. Élodie a levé les yeux au ciel, comme si on venait de prononcer une obscénité. Une Bible? Elle lui laisse une vieille Bible? A-t-elle murmuré à son mari assez fort pour que je l'entende. Le notaire a glissé un livre sur la table en acajou dans ma direction. Il était lourd, la couverture en cuir usée par des décennies de manipulation. Les coins étaient cornés, le cuir craquelé par le temps. C'était juste un vieux livre. Pour eux, c'était une insulte, la dernière blague d'une vieille femme excentrique. Pour moi, c'était la seule chose dans cette pièce qui avait une âme. J'ai pris la Bible sans un mot. Je pouvais sentir son poids dans mes mains, le poids de la foi de ma grand-mère, de ses espoirs, de ses peines. Je me suis levé pour partir. « Amuse-toi bien avec tes prières, Antoine », a lancé Serge avec un clin d'œil. « Si tu pries assez fort, peut-être que tu transformeras les pages en billets de banque. » Sa remarque a été accueillie par les rires discrets de ses parents. Je ne leur ai pas répondu. J'ai serré le livre contre ma poitrine et j'ai quitté le bureau, leur mépris me suivant comme une ombre. En marchant dans la rue, je caressais la couverture en cuir. Ils ne savaient pas, et moi non plus à ce moment-là, que Serge n'avait pas tout à fait tort. Ils avaient un argent, mais j'avais quelque chose qu'ils n'auraient jamais, le véritable héritage de mamie. Et il était caché juste là, à l'intérieur. De retour dans mon petit appartement, le silence était un soulagement. Le bureau du notaire, avec ses boiseries sombres et l'odeur de l'argent ancien, me semblait à des années-lumière. Ici, tout était simple, usé par le temps et par mes habitudes. L'odeur du café du matin flottait encore dans l'air. J'ai posé la Bible sur la table en bois de la cuisine, la seule table que je possédais. Elle semblait absorber la lumière modeste de la pièce. Pendant un long moment, je l'ai juste regardée. Ce n'était pas un objet de mépris pour moi, mais un lien tangible avec ma grand-mère. Je me suis souvenu de ses mains, ridées et douces, tournant ces mêmes pages. Elle me lisait des passages, non pas pour me prêcher la foi, mais pour les histoires qu'ils contenaient, pour la poésie des mots. Contrairement au reste de la famille, elle ne m'a jamais jugé pour mes échecs ou mon manque d'ambition matérielle. Elle voyait autre chose en moi. Mes doigts ont parcouru la couverture en cuir, sentant chaque fissure, chaque imperfection. Avec une sorte de respect, j'ai ouvert le livre. Les pages étaient fines, presque transparentes par endroits, et sentaient la poussière et le temps.
Dans les marges, je reconnaissais son écriture fine et élégante. Elle avait souligné des versets, ajouté des petites notes, des points d'interrogation. C'était comme lire son journal intime. C'est là que ces mots me sont revenus, une phrase qu'elle répétait souvent quand je me plaignais de ma situation. Ma grand-mère disait toujours « Le vrai trésor n'est pas celui qui brille, mais celui qui se cache ». Je tournais les pages lentement, absorbé par ces fragments de sa vie. Puis, au milieu du livre des psaumes, j'ai senti quelque chose, une légère épaisseur, une rigidité anormale entre deux pages collées par le temps. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. J'ai délicatement séparé les feuilles avec mon ongle. Ce n'était pas une fleur séchée ou une vieille photo. C'était un marque-page. Mais pas n'importe lequel. Il n'était pas en papier ou en carton. Il était fait d'une fine plaque de métal souple, peut-être du platine ou un alliage que je ne reconnaissais pas, de la taille d'un petit doigt. Il était froid au toucher. Au lieu d'une image ou d'un gland, une seule ligne de caractères y était finement gravée. Ce n'était pas une phrase, c'était une suite de chiffres et de lettres qui n'avaient aucun sens apparent. CF47 B8IUC16 P2. J'ai regardé ce code étrange, puis le livre ouvert sur la table. Ce n'était pas une prière, ni un verset, c'était une clé. Pourquoi? Je n'en avais aucune idée. Mais une chose était sûre, ma grand-mère ne faisait jamais rien au hasard. J'ai repensé au rire de Serge dans le bureau du notaire, à sa blague sur les billets de banque. Une sorte de sourire s'est dessiné sur mon visage. Peut-être que la fortune n'était pas dans les actions ou les propriétés, mais cachée derrière ce code mystérieux. La chasse au trésor venait de commencer. J'ai passé les 2 jours suivants à regarder ce code comme s'il allait me parler. CF47B816P2. Chaque lettre, chaque chiffre semblait me narguer. J'ai tout essayé. Le chercher sur Internet, voir s'il correspondait à une référence de livre, à une coordonnée géographique. Rien. Le code restait silencieux, une énigme métallique sur ma table de cuisine. Le découragement commençait à s'installer. C'était peut-être juste une vieille blague, un dernier pied de nez de ma grand-mère. Puis, un soir, alors que je buvais un café en fixant le marque-page, une idée simple m'est venue. Et si c'était littéral? CF, coffre-fort. B, banque. C'était tellement évident que je me suis senti stupide de ne pas y avoir pensé plus tôt. Mais quelle banque? Paris en comptait des centaines. Ma grand-mère était discrète sur ses affaires financières. Je me suis levé et j'ai de nouveau ouvert la Bible, la feuilletant sans vraiment chercher quelque chose. L'odeur familière m'a apaisé. C'est là que je me suis souvenu de ces mots, de cette phrase qu'elle disait quand je me sentais perdu. Je l'ai presque entendu me murmurer à l'oreille. Le vrai trésor n'est pas celui qui brille, mais celui qui se cache. Le trésor était caché, et le chemin pour y arriver l'était aussi. Il fallait que je réfléchisse comme elle. Je me suis rappelé nos promenades du samedi. Chaque semaine, elle s'arrêtait devant la même agence du Crédit Mutuel, près du parc Monceau. Elle n'y entrait pas toujours. Mais elle regardait la façade en pierre avec une sorte d'affection, comme si le bâtiment gardait un de ses secrets. C'était une piste mince, presque un sentiment, mais c'était tout ce que j'avais. Le lendemain matin, le cœur battant, je suis entré dans cette même agence. L'intérieur était moderne, impersonnel, tout le contraire de mes souvenirs. Un homme d'une 40aine d'années, avec une plaque nominative indiquant Bruno, m'a accueilli avec un sourire professionnel. J'étais nerveux. Je me sentais comme un imposteur. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?» a-t-il demandé. J'ai sorti le marque-page de ma poche et je l'ai posé sur le comptoir. Mes mains tremblaient légèrement. Je crois que ma grand-mère, qui est décédée, avait quelque chose ici. Un coffre. C'est tout ce qu'elle m'a laissé. Bruno a regardé le petit objet métallique, puis le code gravé dessus. Son sourire s'est un peu effacé, remplacé par une expression de doute poli. « Monsieur, nous avons des procédures très strictes. Un numéro de coffre est généralement accompagné de documents, d'une clé. Je sais, mais je n'ai que ça, ai-je insisté, ma voix plus ferme que je ne le pensais. Son nom était... S'il vous plaît, vérifiez juste ce code. Il a soupiré, probablement pour se débarrasser de moi au plus vite. Il a tapé le code sur son clavier. Il a froncé les sourcils, a tapé de nouveau. Un silence s'est installé. Je retenais ma respiration. Enfin, il a levé les yeux de son écran, son expression complètement changée. Il n'y avait plus de doute, mais de l'étonnement.
Le coffre existe bien, monsieur, a-t-il dit d'une voix basse, presque confidentielle. Coffre 8816, il est enregistré à son nom. Un soulagement immense m'a envahi, si puissant que j'ai dû m'appuyer sur le comptoir. C'était vrai. Mais, a ajouté Bruno, et son ton m'a immédiatement fait comprendre que ce ne serait pas si simple. Pour y accéder, ce code ne suffit pas. Il vous faut la clé physique et une procuration notariée. Sans ça, je ne peux absolument rien faire. Je suis sorti de la banque avec la tête vide et le cœur lourd. La confirmation de l'existence du coffre était une petite victoire, mais l'obstacle de la clé et de la procuration me semblait aussi infranchissable qu'une montagne. Bruno, l'employé, avait été clair. Sans ces deux éléments, le coffre resterait scellé pour toujours, un secret métallique dormant dans les sous-sols de Paris. En rentrant chez moi, je repensais à ma famille. Ils devaient être en train de célébrer, de placer leur argent, de planifier des voyages luxueux. Et moi, j'étais de retour à la case départ, avec une Bible et un code inutile. J'ai posé le livre sur la table, le regardant avec une nouvelle frustration. C'était un cadeau empoisonné, une promesse sans les moyens de l'atteindre. J'ai marché en rond dans mon petit salon ressassant les mots de Bruno. Une clé physique, une procuration notariée. Où ma grand-mère, une femme si méticuleuse et prévoyante, aurait-elle pu cacher des choses aussi importantes? Elle ne les aurait jamais laissées traîner au hasard. Tout son plan reposait sur le fait que je puisse les trouver. Épuisé, je me suis assis et j'ai pris la Bible une nouvelle fois. Je n'avais rien d'autre. C'était mon seul lien avec elle, ma seule carte dans ce jeu de dupes. En la tenant, je me suis senti un peu plus calme. C'est là que les mots de ma grand-mère sont revenus me hanter, mais cette fois-ci, ils avaient une résonance différente. Le vrai trésor n'est pas celui qui brille, mais celui qui se cache. Je m'étais concentré sur le trésor lui-même, mais j'avais oublié la leçon essentielle. Si le trésor était caché, alors la clé pour y accéder devait l'être aussi. Et elle devait être cachée de la même manière, sous mes yeux, dans un endroit que personne d'autre ne penserait à inspecter. Mon regard s'est à nouveau posé sur le livre, pas sur les pages, mais sur l'objet lui-même. La couverture en cuir était épaisse, rigide, usée par les années. J'ai commencé à la palper, à la plier doucement, à chercher la moindre bosse, la moindre anomalie. J'ai examiné la tranche, le dos, les coins. Rien. Puis, en passant mon pouce sur le bord intérieur de la couverture arrière, j'ai senti quelque chose. Une minuscule irrégularité, une petite coupure presque invisible le long de la couture, où le cuir rejoignait le papier de garde. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Avec des mains tremblantes, j'ai pris un petit couteau de cuisine à la lame fine et j'ai délicatement glissé la pointe dans la fente. Le cuir s'est écarté, révélant qu'il n'était pas collé à cet endroit. C'était une pochette secrète. À l'intérieur, niché dans une cavité peu profonde creusée dans le carton épais de la couverture, il y avait deux choses. La première était une petite clé en laiton, d'un style ancien, avec une tête simple et ronde. Elle était froide et lourde dans ma paume. La seconde était un papier plié en 4, jauni par le temps. Je l'ai déplié avec une précaution infinie. C'était bien une procuration notariée, en bonne et due forme, me donnant plein accès au coffre-fort numéro 8816. En bas de la page, il y avait deux signatures, celle, tremblante mais reconnaissable, de ma grand-mère, et à côté, le cachet et la signature de Maître Dubois. J'ai tout posé sur la table, la Bible, le marque-page, la clé et le document, les 4 pièces du puzzle. Tout était là, depuis le début. J'ai éclaté d'un rire silencieux, un rire de soulagement et d'admiration pour le génie de cette vieille femme. Demain, je retournerai voir Bruno, et cette fois, j'aurais tout ce qu'il fallait. Serge pouvait garder ses actions et ses voitures. J'avais la vraie clé de l'héritage de mamie. Le lendemain, je ne suis pas retourné à la banque en homme hésitant. J'étais quelqu'un d'autre. La nuit avait été courte, passée à regarder les 3 pièces du puzzle sur ma table de cuisine. La clé en laiton était lourde dans ma poche, un poids rassurant, et la procuration, pliée avec soin dans mon portefeuille, me semblait plus précieuse que n'importe quelle carte de crédit. En marchant vers l'agence, je ne voyais plus les rues de la même manière. Je me sentais investi d'une mission, celle que ma grand-mère m'avait confiée en silence. J'ai cherché Bruno du regard dès que je suis entré. Il était avec un client, mais nos yeux se sont croisés. Il a eu un petit hochement de tête, presque imperceptible, une reconnaissance professionnelle. J'ai attendu mon tour,
le cœur calme cette fois. Quand je me suis approché de son comptoir, je n'ai pas eu besoin de beaucoup parler. Sans un mot, j'ai posé la clé et la procuration sur le marbre froid. Il a d'abord regardé les objets, puis mon visage. Son expression a changé. La surprise a remplacé le scepticisme, puis a laissé place à un professionnalisme impeccable. Il a examiné la procuration, vérifié la signature et le cachet de Maître Dubois, puis a pris la clé. « Très bien, monsieur Antoine », a-t-il dit d'un ton complètement différent de celui de la veille. « Veuillez me suivre. » Il m'a conduit vers le fond de l'agence, à travers une porte sécurisée qui menait à un couloir sobre. Au bout, une immense porte circulaire en acier, comme dans les films. Le silence était total, seulement rompu par le cliquetis de nos pas sur le sol en marbre. Bruno a composé un code, tourné un volant massif et la porte s'est ouverte en silence, révélant la salle des coffres. L'air y était frais et sec. Des centaines de tiroirs métalliques identiques s'alignaient sur les murs, chacun avec un numéro. Il m'a mené jusqu'au numéro 8816. Votre clé, s'il vous plaît. Il a inséré sa propre clé de service, puis j'ai inséré la mienne. Le bruit des deux clés tournant dans la serrure était incroyablement fort dans le silence. Un déclic sec et métallique, et la petite porte s'est déverrouillée. Bruno a retiré ses clés et m'a indiqué une petite cabine privée. « Je vous laisse, monsieur. Appelez-moi quand vous aurez terminé. » Mon cœur battait à tout rompre. J'ai tiré le lourd tiroir en métal et je l'ai transporté dans la cabine. Je l'ai posé sur une petite table et j'ai soulevé le couvercle. Il n'y avait pas de liasse de billets, pas de bijoux étincelants. C'était bien plus intelligent que ça. Le coffre était rempli de documents, de classeurs et de dossiers bien rangés, des titres de propriété originaux pour l'appartement parisien et la villa sur la côte, des certificats d'action pour le portefeuille de Serge, des contrats de fiducie et des obligations aux porteurs. Au-dessus de la pile, une enveloppe avec mon nom, calligraphiée de la main de ma grand-mère. Je l'ai ouverte, les doigts tremblants. La lettre était courte. « Mon cher Antoine, si tu lis ceci, c'est que tu as compris. Le vrai trésor n'est pas celui qui brille, mais celui qui se cache. J'ai laissé à tes cousins et à tes oncles une illusion, des chiffres sur un papier. Je te laisse la réalité. Ces documents sont les seuls originaux. Sans eux, leurs millions ne sont que du vent. Ils ont l'héritage, mais tu en as le contrôle. Sois plus malin qu'eux, toujours. » J'ai relu la lettre 3 fois. Un sourire lent s'est étalé sur mon visage. Ils avaient hérité de promesses lues par un notaire. Moi, je tenais la réalité physique de cette fortune dans mes mains. En sortant de la banque, le soleil m'a paru plus brillant. Le jeu venait de changer. Et maintenant, c'était à moi de jouer. Je suis resté assis à ma table de cuisine pendant des heures, les documents étalés devant moi comme une carte menant à un nouveau monde. Le soleil filtrait à travers ma petite fenêtre, illuminant la poussière qui dansait dans l'air et faisant briller les sceaux officiels sur les titres de propriété. Je touchais le papier épais, sentant sa texture, son poids. Ce n'était plus seulement du papier, c'était le pouvoir de tout reprendre. Pendant un instant, j'ai été tenté par la rage. J'imaginais leur faire subir la même humiliation qu'ils m'avaient infligée. Les jeter dehors, vendre leur voiture, les regarder se débattre. Mais la voix de ma grand-mère a résonné en moi. Sois plus malin qu'eux. La vengeance brute était leur langage, pas le mien. Mon arme n'était pas la cruauté, mais le contrôle. J'ai passé le reste de la journée à faire des photocopies de chaque document. Les originaux sont retournés dans le coffre, en lieu sûr. Avec les copies, j'ai commencé à élaborer mon plan. Je n'avais pas besoin d'un avocat pour l'instant. Cela viendrait plus tard. Pour le moment, j'avais besoin de quelque chose de plus puissant. Le doute. Je devais planter une graine de panique dans leur esprit et la regarder grandir. J'ai décidé de commencer par le maillon faible, le plus arrogant et donc le plus fragile, mon cousin Serge. Il était tellement habitué à ce que tout lui soit dû qu'il serait le plus déstabilisé par la moindre faille dans son univers parfait. Le lendemain, je l'ai appelé. « Allô ?» Sa voix était pressée, agacée, comme si je dérangeais une réunion importante. « C'est Antoine », ai-je dit calmement. Il y a eu un silence, puis un petit rire étouffé. « Ah, le saint homme! Alors tes prières ont fonctionné? Tu as transformé ta Bible en or ?» « Quelque chose comme ça, ai-je répondu, imperturbable. « Je voudrais te voir. J'ai quelque chose pour toi. Je suis très occupé, Antoine. J'ai un portefeuille de 32 millions à gérer, tu sais? » « Je sais, c'est justement à ce sujet. Disons,
Au Café de la Paix, dans 1 heure? Crois-moi, tu voudras voir ça. » Mon ton était si assuré, si différent de d'habitude, que ça l'a intrigué. Mon oncle, ma tante et mon cousin ont tout reçu. Mais ce simple marque-page a tout changé. Que feriez-vous à ma place? Commentez ce que vous pensez et partagez. Très bien, a-t-il dit après une hésitation, mais ne me fais pas perdre mon temps. 1 heure plus tard, je l'attendais à une table, un simple café noir devant moi. Il est arrivé avec 10 minutes de retard, dans un costume sur mesure qui devait coûter plus cher que mon loyer annuel. Il s'est assis sans même me saluer. « Alors, c'est quoi cette urgence ?» Sans un mot, j'ai glissé une enveloppe sur la table. Il l'a ouverte avec impatience, un air d'ennui sur le visage. Il en a sorti le document. C'était une photocopie du certificat d'action principal de son portefeuille. Il a froncé les sourcils. « C'est une copie de mes actions. Et alors, tu veux un autographe? Regarde bien le numéro de série en bas, » ai-je dit doucement. Et le sceau. Puis appelle ton banquier et demande-lui de vérifier les numéros des certificats originaux qu'ils sont censés détenir. Tu verras que ce ne sont pas les mêmes. Son sourire a vacillé. Il a regardé le papier, puis mon visage. Il cherchait une trace de bluff, de mensonge. Il n'a trouvé qu'un calme absolu. « C'est une blague? Un faux? »« Non, » ai-je dit en me levant. « C'est la réalité, et ce n'est que le début. » J'ai posé quelques pièces sur la table pour mon café, et je suis parti le laissant seul avec une simple feuille de papier qui venait de faire s'effondrer toutes ses certitudes. Le chemin du retour depuis le café était différent. L'air semblait plus léger, les bruits de la ville moins agressifs. Pour la première fois depuis des années, je ne marchais pas la tête basse. J'avais planté une graine de doute dans l'esprit arrogant de Serge et je savais qu'elle germerait en panique. Ce n'était qu'un début. La fortune de ma famille était comme une vieille tapisserie magnifique, mais ma grand-mère m'avait montré le fil qu'il suffisait de tirer pour que tout s'effiloche. Le marque-page contenait plus qu'une simple information sur les actions. C'était une carte, un guide codé à travers les secrets financiers de ma famille. Chaque verset biblique noté en marge correspondait à un dossier, une transaction, une dissimulation. Je savais décoder les actions, mais l'immobilier était un autre langage. Pour ça, j'avais besoin d'aide. C'est ainsi que je me suis retrouvé devant la porte d'un petit bureau discret, au 3e étage d'un immeuble sans ascenseur. La plaque en cuivre disait simplement « Bruno, conseil ». Bruno était le plus vieil ami de ma grand-mère, un homme qui avait passé sa vie dans l'ombre des chiffres et des lois. Il était son confident, son stratège silencieux. Il m'a ouvert lui-même. C'était un homme petit, aux cheveux blancs et aux yeux vifs derrière des lunettes rondes. Son bureau sentait le thé et les vieux livres, un contraste total avec le luxe froid de ma famille. « Antoine » dit-il avec un sourire chaleureux. « Elle m'avait dit que tu viendrais un jour, assieds-toi. » Je n'ai pas eu besoin de beaucoup parler. J'ai posé la vieille Bible et le marque-page sur son bureau. Il l'a pris avec une délicatesse presque religieuse. Ses doigts ont parcouru les inscriptions minuscules. « Ah, le psaume 23, a-t-il murmuré. Il ne s'agit pas de vert pâturage ici. Il s'agit d'un terrain en Suisse. Et cette référence à l'épître aux Corinthiens, c'est pour l'appartement parisien de ta tante Élodie. » Il s'est levé et a sorti un vieux registre d'une armoire blindée. Il a cherché pendant quelques minutes, ses lèvres bougeant en silence. « Je le savais, » a-t-il finalement dit, en tapotant une ligne du doigt. « Ta grand-mère était une femme brillante. L'appartement que ta tante Élodie pense posséder entièrement a été acheté via une société civile immobilière. Ta grand-mère a fait don de 49% des parts à une fondation caritative pour enfants malades il y a 10 ans. L'acte n'a jamais été enregistré par Philippe, qui gérait les papiers. Légalement, Élodie ne possède que la moitié de son précieux joyau parisien. La fondation peut réclamer sa part à tout moment. » Un sourire s'est dessiné sur mon visage. Élodie qui vivait pour les apparences, pour recevoir ses amis dans son grand salon parisien. Imaginer sa réaction était un plaisir délicieux. Bruno m'a regardé par-dessus ses lunettes. « Ta grand-mère voulait que la fortune serve à quelque chose de bien, pas seulement à acheter des voitures de sport et des sacs à main. Elle t'a donné le pouvoir de faire respecter ses volontés. » En sortant du bureau de Bruno, je me sentais plus fort que jamais. J'avais la 2e clé. J'ai attendu d'être assis sur un banc dans un parc, le soleil de fin d'après-midi sur mon visage. J'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de ma tante. Elle a répondu d'une voix mielleuse et impatiente. « Antoine ? Que se passe-t-il ? » « Bonjour, tante Élodie.
ai-je dit calmement. « Je t'appelle au sujet de ton appartement. Il est si grand, tu dois te sentir seul parfois. Tu as pensé à le partager ?» Il y eut un silence à l'autre bout du fil, un silence glacial, plein d'incompréhension et d'agacement. La voix de ma tante Élodie, quand elle est revenue, avait perdu son vernis sucré. « Partager ? Mais de quoi parles-tu, Antoine ? Tu as bu ? » « Non, je suis parfaitement sobre, » ai-je répondu, en regardant un enfant courir après des pigeons dans le parc. « Je pense juste à ces pauvres enfants malades de la Fondation, un sourire pour demain. Ils n'ont pas beaucoup d'espace. Et comme ils possèdent 49% de ton appartement, je me disais que ce serait un geste charitable de ta part de les accueillir. » Le silence, cette fois, a été plus long. J'entendais sa respiration saccadée, comme si l'air lui manquait soudainement dans son immense salon. « C'est absurde. De quoi tu parles? Cet appartement est à moi, entièrement à moi. Pas selon les documents de la société civile immobilière que grand-mère a utilisée pour l'achat. Une société que mon oncle Philippe a oublié de dissoudre. Les parts ont été données à la Fondation il y a 10 ans. L'acte est irrévocable. Tu peux vérifier auprès de tes avocats, mais je te fais gagner du temps. C'est la vérité. » J'ai entendu un bruit sourd, comme un verre qui se brise. Elle avait dû laisser tomber quelque chose. « Menteur, tu es un menteur. Tu essaies de me voler, » a-t-elle crié, sa voix devenant stridente. « Au contraire, tante. J'essaie de faire en sorte que la volonté de grand-mère soit respectée. Elle voulait que sa fortune aide les gens, pas seulement qu'elle décore tes murs. Attends-toi à recevoir des nouvelles de la Fondation très bientôt. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse hurler d'autres insultes. Je suis resté assis sur le banc, le cœur battant, mais pas de peur. C'était le pouls de la justice qui commençait enfin à se faire sentir. 2 sur 3. Il ne restait que le chef d'orchestre, mon oncle Philippe, l'homme qui se croyait intouchable, le gestionnaire impeccable de la fortune familiale. Je savais que son secret serait le plus sombre, le mieux gardé. De retour dans mon petit appartement, j'ai ouvert à nouveau la Bible. Le marque-page était presque entièrement déchiffré, sauf pour une dernière annotation, plus discrète que les autres. Elle était à côté d'un passage du livre des Proverbes. « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Pendant des heures, j'ai cherché à comprendre. La balance, le poids. Cela pointait vers les comptes, la gestion. C'était le domaine de Philippe. Mais je n'avais aucune preuve, juste une métaphore biblique. J'ai appelé Bruno. « La balance fausse », a-t-il dit après un instant de réflexion. « Bien sûr, ta grand-mère avait des doutes depuis des années. Elle a engagé un auditeur privé, un homme très discret, juste avant sa mort. Elle pensait que Philippe ne se contentait pas de gérer la fortune, mais qu'il s'en servait. » Mon sang s'est glacé. Comment ça? Elle suspectait qu'il utilisait les fonds de la famille comme garantie pour ses propres investissements à haut risque. Des investissements qui ont mal tourné. Pour couvrir ses pertes, il aurait créé de faux bilans, des poids et des balances truquées. Si, c'est vrai, Antoine, ce n'est plus une affaire de famille. C'est une fraude fiscale et un abus de confiance. C'est le pénal. Bruno m'a donné le nom et le numéro de l'auditeur. Un certain monsieur Marc. L'appel serait le plus dangereux de tous. Serge perdrait son argent, Élodie son appartement, mais Philippe pouvait perdre sa liberté. J'ai regardé le téléphone, la dernière clé de l'héritage de ma grand-mère. Ce n'était pas une clé en or, mais une clé de fer. Celle qui pouvait ouvrir la porte d'une cellule de prison. J'ai fixé le nom de Marc sur mon téléphone pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Chaque chiffre était comme un barreau de la prison que je m'apprêtais à construire pour mon oncle. Serge avait perdu son orgueil, Élodie sa façade, mais Philippe allait perdre sa vie entière. Je me suis servi un verre d'eau, mes mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas de la peur, mais le poids de la décision. Ma grand-mère m'avait donné une clé, pas une épée. Elle voulait rétablir l'équilibre, pas seulement punir. Finalement, j'ai appuyé sur l'icône verte. Une voix calme et professionnelle a répondu après 2 sonneries. Monsieur Marc à l'appareil. « Bonjour, monsieur. Je m'appelle Antoine. Je suis le petit-fils de la personne qui vous a engagé pour un audit privé. Je crois que vous savez de quoi je parle. » Il y eut un silence prudent. « Oui, je vois. J'attendais votre appel. Votre grand-mère était une femme d'une grande prévoyance. Elle m'a laissé des instructions très claires. »« Et qu'avez-vous trouvé ?» ai-je demandé, le cœur battant. « J'ai trouvé un château de cartes, » a répondu Marc. «
Des bilans falsifiés depuis près de 15 ans. Des fonds familiaux utilisés comme garantie pour des prêts personnels massifs. Des investissements désastreux en Asie et en Amérique du Sud, masqués par des sociétés écrans. Votre oncle Philippe n'est pas un gestionnaire. C'est un joueur qui a misé le patrimoine de toute votre famille et qui a perdu. Il a tout couvert avec des mensonges comptables. Les documents sont prêts. Ils prouvent une fraude s'élevant à plusieurs dizaines de millions d'euros. J'ai fermé les yeux, le vertige des chiffres me reprenant. Merci, monsieur Marc. Je vous recontacterai très bientôt. J'ai raccroché. La dernière pièce du puzzle était en place. Il était temps de confronter l'architecte de ce désastre. J'ai appelé mon oncle. « Antoine, encore toi? J'espère que tu n'appelles pas pour me demander de l'argent, » a-t-il dit d'un ton faussement jovial qui cachait mal son mépris. « Non, oncle Philippe, je t'appelle pour te rendre quelque chose. J'aimerais te voir, au bureau de grand-mère, celui qu'elle utilisait au siège de l'entreprise. » Il a hésité. « Pourquoi là-bas? Cet endroit est fermé depuis des années, parce que c'est là que tout a commencé, et c'est là que tout doit finir, dans 1 heure. Quand je suis arrivé, la poussière recouvrait les meubles. L'odeur de cuir et de papier était encore là, comme un fantôme. Philippe était déjà là, debout près du grand bureau en chêne, l'air impatient. « Alors, cette restitution, qu'est-ce que c'est ?» a-t-il demandé en tapotant sur sa montre Rolex. Je n'ai rien dit. J'ai simplement posé la vieille Bible sur le buvard usé du bureau. Il l'a regardée avec dédain. « Ne me dis pas que tu es devenu mystique. Qu'est-ce que je suis censé faire de ça ?»« C'est un livre de contes, en quelque sorte, » ai-je répondu calmement. Il parle de poids et de balance. Il dit que la balance fausse est en horreur à l'Éternel. Il a éclaté d'un rire sec. « Tu es pathétique. Tu viens me faire la morale avec des fables religieuses ? Non. Je viens te parler de l'audit de monsieur Marc. » Son rire s'est arrêté net. La couleur a quitté son visage. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la peur pure dans les yeux de mon oncle Philippe. Je ne vois pas de qui tu parles. Oh, je pense que si. L'homme que grand-mère a payé pour vérifier tes comptes, tes investissements, tes sociétés écrans, tes fondations. Grand-mère disait toujours que les fondations invisibles sont celles qui soutiennent toute la maison. Tes fondations, oncle Philippe, sont pourries. Il s'est affalé sur le fauteuil de ma grand-mère, le fauteuil d'où elle avait dirigé l'empire familial avec honnêteté. Il a passé une main sur son visage, son assurance s'évaporant comme de la buée sur une vitre. « Qu'est-ce que tu veux, Antoine ?» a-t-il murmuré, sa voix n'étant plus qu'un filet. « La vérité, ai-je dit, et la justice. » Dehors, au loin, j'ai cru entendre le son faible d'une sirène qui se rapprochait. Le son de la sirène s'est intensifié, passant d'un écho lointain à une plainte stridente qui semblait lécher les vitres du vieil immeuble. Philippe a sursauté, ses yeux passant de moi à la porte, puis de nouveau à moi. La panique déformait ses traits habituellement symétrisés. Il n'était plus le patriarche, le titan de la finance. Il n'était qu'un homme pris au piège. « C'est toi. Tu as fait ça ?» a-t-il sifflé, sa voix tremblante de rage et de peur. « Non, » ai-je répondu, et c'était la vérité. « Je ne suis pas comme toi, oncle. Je n'agis pas dans l'ombre. J'ai juste allumé la lumière. Ce sont les instructions de grand-mère à monsieur Marc qui ont déclenché tout ça. Elle a tout prévu, au cas où tu refuserais de te rendre à l'évidence. Il a tenté de se lever, peut-être pour fuir, peut-être pour m'attaquer, mais ses jambes ont flanché. Il est retombé lourdement dans le fauteuil. Il a regardé ses mains qui avaient signé des contrats de plusieurs millions et qui, en secret, avaient falsifié des bilans. Elles tremblaient. « Tout est fini », a-t-il murmuré pour lui-même. 15 ans, tout construit sur du sable. Le bruit de bottes dans le couloir a mis fin à sa complainte. 2 policiers en uniforme ont poussé la porte, suivis par un homme en civil qui devait être un inspecteur. Ils se sont arrêtés sur le seuil, observant la scène. Le bureau poussiéreux, moi debout près de la Bible, et Philippe, l'homme d'affaires respecté, effondré dans un fauteuil en cuir. L'inspecteur s'est avancé. « Philippe, nous avons un mandat d'arrêt à votre nom pour fraude fiscale aggravée, abus de confiance et falsification de documents. » Philippe n'a même pas protesté. Il a simplement tendu ses poignets, un geste de soumission totale. Le clic sec des menottes a résonné dans le silence de la pièce. C'était un son minuscule, mais il a mis un point final à une ère de mensonge. Alors qu'on le relevait, son regard a croisé le mien.
Il n'y avait plus de haine, seulement un vide immense et une question muette. Pourquoi? Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de poser ma main sur la couverture usée de la Bible. La réponse était là, depuis le début. 3 jours plus tard, j'étais assis dans un bureau bien plus moderne, celui de Bruno. À côté de moi se trouvait le directeur de la fondation, un sourire pour demain. Les comptes de la famille avaient été gelés. Les avocats estimaient qu'une fois les dettes et les amendes payées, il resterait près de la moitié de la fortune initiale. L'argent volé par Philippe serait restitué. Les parts de Serge, acquises frauduleusement, seraient liquidées. L'appartement d'Élodie deviendrait un centre d'accueil. Le reste, une somme que je n'osais même pas imaginer, me revenait légalement, en tant que seul héritier légitime non impliqué dans la fraude. « Alors, Antoine, » a dit Bruno avec un sourire chaleureux, « qu'est-ce que tu vas faire? Acheter une île ?» J'ai regardé par la fenêtre. La vie continuait dehors, indifférente aux empires qui s'effondraient et aux fortunes qui changèrent de main. J'ai pensé à ma grand-mère, à ses après-midi dans le jardin, à la simplicité de son bonheur. « Non, » ai-je dit, « je crois que je vais commencer par acheter une nouvelle théière, et ensuite, on va s'assurer que cet argent fasse ce qu'il aurait toujours dû faire, construire quelque chose qui dure. » J'ai ouvert la Bible que j'avais apportée avec moi. Le marque-page était toujours là. Il ne contenait pas seulement des chiffres et des codes, il contenait une leçon. La vraie valeur n'était pas dans les millions, mais dans la justice. Et cette justice, enfin, avait été rendue. De la fraude massive à la restauration de la justice grâce à la Bible de Mamie. L'argent volé rendu, les coupables punis. Qu'avez-vous pensé de ma victoire? Abonnez-vous pour d'autres histoires de vérité.